Un chien refuse de laisser quiconque approcher une voiture. Les policiers ont pleuré en découvrant ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette nuit-là, la pluie tombait en torrents incessants, transformant les rues tranquilles de la banlieue en rivières tumultueuses. Dans l'obscurité, l'aboiement d'un chien résonnait comme une sirène. Profond, urgent, inébranlable. Pas l'aboiement typique d'un chien errant ou de garde, mais quelque chose de plus désespéré, de plus déterminé. Devant une vieille berline usée par les intempéries, garée dans l'ombre, un grand berger allemand nommé Rémi tenait bon. Du sang maculait son pelage sombre. Pourtant il tournait autour de la voiture avec une intensité farouche, défiant quiconque osait s'approcher. Ses yeux ne reflétaient pas de l'agressivité, mais une promesse solennelle de loyauté si profonde qu'elle transcendait le simple instinct. À cet instant, aucun des curieux rassemblés n'aurait pu deviner comment cette nuit unique allait démêler un réseau de corruption, révéler des secrets enfouis et rappeler à toute une communauté la véritable signification de l'amour et de la justice. Car dans cette voiture abandonnée ne reposait pas seulement un mystère, mais un témoignage des profondeurs de la cruauté et de la compassion humaine. Voici l'histoire d'un gardien improbable, du sacrifice ultime d'une mère, et de la manière dont la forme la plus pure de loyauté peut ébranler les fondations du pouvoir lui-même. Avant de plonger dans cette histoire déchirante mais inspirante, dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires ci-dessous. Participez en laissant un petit mot. Cela soutient vraiment notre travail. Dans la petite ville de Millbrook, Vermont, où tout le monde semblait connaître les affaires des autres, Sophie Laurent était une lumière éclatante éteinte trop tôt. À seulement 20 ans, avec des cheveux châtains et des yeux verts déterminés, elle travaillait comme assistante juridique junior dans le cabinet le plus prestigieux de la ville. Sa vie semblait autrefois pleine de promesses, jusqu'à ce que le diagnostic tombe. Un cancer du sein de stade 4, agressif et impitoyable. Mais Sophie n'était pas la seule à porter de lourds fardeaux. Julien Dubois, le plus jeune conseiller municipal de la ville à 35 ans, projetait l'image d'une réussite typiquement américaine. Ses costumes parfaitement taillés et son sourire prêt pour les caméras masquaient une ambition impitoyable qui avait déjà détruit d'innombrables vies. En tant qu'ancien petit ami de Sophie et homme qui l'avait agressé, il voyait désormais sa grossesse comme une menace pour sa prochaine campagne à la mairie. Et puis, il y avait Rémi, un berger allemand aux yeux intelligents et à la loyauté inébranlable. Il était entré dans la vie de Sophie comme un chiot maladroit, un cadeau de son véritable amour, Pierre Martin, avant qu'un tragique accident de voiture ne l'emporte. Ce que personne ne savait, c'est que l'enfant que portait Sophie était celui de Pierre, un secret qu'elle protégeait farouchement, connaissant la capacité de violence de Julien. L'inspecteur Lucas Dupont avait vu assez de choses en 20 ans de service pour se méfier des apparences parfaites. Quelque chose dans l'ascension fulgurante de Julien Dubois dans la politique locale ne lui semblait pas normal. Mais ce n'est qu'en rencontrant Sophie et Rémi qu'il commença à assembler les pièces du véritable puzzle de la corruption qui empoisonnait leur ville. Puis, il y avait Élise Martin, connue de la plupart comme la veuve discrète, qui vivait dans la maison victorienne de la rue des Chênes. Ses cheveux argentés et son attitude douce cachaient un esprit vif et un objectif ardent. Elle observait Sophie de loin, son cœur souffrant d'un lien que personne ne pouvait deviner. Elle était la mère de Pierre, protégeant silencieusement le dernier lien avec son fils décédé. Les personnages de cette tragédie allaient bientôt voir leurs vies entrelacées d'une manière qu'aucun n'aurait pu prédire, liées par des secrets, des mensonges et la forme la plus pure d'amour. À Millbrook, où le pouvoir et la politique peignaient une surface immaculée, une tempête se préparait, une tempête qui exposerait les ténèbres tapies sous le charme de cette petite ville et mettrait à l'épreuve les limites de la loyauté, de la justice et de la rédemption. Ce que personne ne réalisait cette nuit pluvieuse, c'est comment la dévotion inébranlable d'un seul chien deviendrait le catalyseur qui ferait tomber un empire de corruption et enseignerait à toute une communauté la véritable signification de la famille.
La façade impeccable de Millbrook masquait un système de corruption profondément enraciné que Julien Dubois avait soigneusement cultivé. En tant que président du conseil municipal, il contrôlait les permis de construire, les lois de zonage et surtout le flux des fonds de charité destinés aux résidents les plus nécessiteux de la ville. Sa campagne imminente pour la mairie promettait des valeurs familiales et des mœurs traditionnelles. Une ironie cruelle, compte tenu des ténèbres qu'il dissimulait. L'hôpital de la ville, Millbrook Général, fonctionnait sous son influence. Lorsque Sophie reçut son diagnostic de cancer, elle découvrit également que le programme de soins caritatifs de l'hôpital avait été discrètement vidé, ses fonds détournés vers des coûts administratifs. Sa demande d'assurance disparut mystérieusement, la laissant sans accès aux traitements dont elle avait désespérément besoin. Les rues de Millbrook racontaient deux histoires différentes. Le long de l'avenue des Cerisiers, des maisons victoriennes impeccables abritaient l'élite de la ville, avocats, médecins et politiciens qui assistaient au gala de collecte de fonds de Julien. Mais dans l'ombre de ces demeures, des gens comme Sophie luttaient simplement pour survivre. Les médias locaux, détenus par les donateurs de la campagne de Julien, dépeignaient une image de prospérité tout en ignorant la population croissante de sans-abri. Élise Martin observait tout cela depuis sa fenêtre, consignant chaque instance de corruption dans des journaux reliés de cuir. Elle avait autrefois fait partie de l'élite de Millbrook, jusqu'à ce que l'accident suspect de son fils Pierre ne lui ouvre les yeux sur la véritable nature de la ville. Désormais, elle utilisait sa position de veuve respectée pour rassembler des preuves, attendant le bon moment pour révéler la vérité. Le département de police marchait sur une ligne délicate. La plupart des officiers avaient appris à détourner le regard lorsque le nom de Julien apparaissait dans les enquêtes. Mais l'inspecteur Dupont avait commencé à relier des points troublants, des fonds de charité disparus, des cas de violences domestiques non signalés et un schéma de femmes enceintes quittant soudainement la ville. Son enquête devait rester discrète. Le dernier officier qui avait posé trop de questions avait été reconnu coupable de preuves fabriquées. À l'approche de l'automne, les tensions à Millbrook montaient. La campagne de Julien pour la mairie gagnait du terrain, promettant de nettoyer les rues, une menace à peine voilée envers ceux qui y vivaient. Le refuge local ferma ses portes en raison de coupes budgétaires, plongeant davantage de personnes dans des situations désespérées. Pendant ce temps, l'état de Sophie se détériorait, ses options disparaissant aussi vite que ses forces. Le véritable caractère de la ville se révélait dans des murmures, des mères avertissant leurs filles à propos de certains hommes puissants, des propriétaires d'entreprises payant des taxes spéciales pour des permis, et des travailleurs caritatifs luttant pour aider ceux abandonnés par le système. Dans ce réseau de corruption et de peur, surgit la grossesse de Sophie, une vérité qui menaçait de défaire tout ce que Julien avait construit. Ce que les puissants de Millbrook ne comprenaient pas, c'est que parfois la résistance la plus forte ne vient pas des protestations ou de la politique, mais de la détermination silencieuse de ceux qu'ils cherchaient à réduire au silence. Et dans le cas de Sophie, elle avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. La loyauté inconditionnelle d'un chien qui ne reculerait devant rien pour la protéger, et un réseau caché d'alliés préparant à exposer la vérité. La crise commença un matin frais de septembre, lorsque Sophie entra dans le bureau de Julien, espérant demander une aide pour ses factures médicales. Au lieu de cela, elle se retrouva face à un monstre portant le sourire d'un politicien. « Tu sais ce qu'il faut faire », dit Julien, glissant une enveloppe sur son bureau en acajou. À l'intérieur se trouvait de l'argent pour un avortement et un billet aller simple pour n'importe où, sauf Millbrook. Quand Sophie refusa, la façade de Julien se fissura. « Personne ne te croira », siffla-t-il. « Une fille en phase terminale prétendant que le prochain maire de la ville l'a agressée ? On te dira instable mentalement. » Sa menace avait du poids. L'après-midi même, Sophie fut licenciée du cabinet pour problème de performance. Son propriétaire découvrit soudain des violations du bail. Ses dossiers médicaux à Millbrook Général indiquaient mystérieusement un passé d'abus de drogue. Ce soir-là, le docteur Claire Lefebvre à Millbrook Général
refusa à Sophie son rendez-vous de chimiothérapie. « Je suis désolée », murmura-t-elle, jetant un regard nerveux à l'administrateur de l'hôpital qui rôdait à proximité. « Ton assurance a été refusée rétroactivement. » Sophie vit la honte dans les yeux du médecin, la reconnaissance silencieuse de son impuissance face au système. La réaction de la communauté fut rapide et cruelle. Des murmures suivirent Sophie dans la rue. Droguée, instable mentalement, en quête d'attention. Ses anciens amis traversaient la rue en la voyant arriver. Le journal local publia un article sur une fraude aux soins de santé, ne nommant jamais Sophie, mais incluant assez de détails pour détruire sa réputation. Rémi restait son seul constant. Quand l'avis d'expulsion arriva, il monta la garde pendant qu'elle emballait ses maigres affaires. Quand des étrangers criaient des insultes, il se plaçait entre eux et Sophie. La nuit, alors qu'elle se blottissait dans des bâtiments abandonnés, son corps chaud offrait réconfort et protection. Ses yeux semblaient dire ce que personne d'autre ne voulait. « Je te crois. » Seule Élise Martin osait aider, laissant secrètement de la nourriture et des provisions là où Sophie passait. Elle observait derrière ses rideaux, tandis que les bénévoles de la campagne de Julien plaçardèrent des affiches « Valeurs familiales » dans toute la ville, sa main serrant la dernière photo de Pierre. Elle connaissait la vérité sur la mort de son fils. Comment son enquête sur les fonds de charité disparus avait conduit à son accident. Maintenant, elle voyait l'histoire se répéter avec Sophie. L'inspecteur Dupont commença à remarquer des schémas trop alarmants pour être ignorés. D'autres femmes avaient vécu des épreuves similaires. Perte soudaine d'emploi, soins médicaux refusés, relocalisation forcée. Chaque cas relié à Julien par un réseau de sociétés fictives et d'agents proxy. Mais rassembler des preuves signifiait naviguer dans un champ de mines d'officiels corrompus et de silence acheté. À mesure que la grossesse de Sophie progressait et que son cancer empirait, les menaces de Julien s'intensifiaient. Des voitures de police passaient devant ses lieux de sommeil toutes les heures, braquant des projecteurs. La sécurité de l'hôpital avait reçu l'ordre de lui refuser l'entrée. Même la soupe populaire de l'église reçut un don anonyme, à condition que certaines personnes soient refoulées. À travers tout cela, la loyauté de Rémi ne faiblissait jamais. Il apprit à reconnaître les voitures de police banalisées, avertissant Sophie avec de subtils changements dans son aboiement. Il pouvait sentir les hommes de Julien approcher et la guidait vers des endroits plus sûrs. Dans un monde qui avait tourné le dos à Sophie, Rémi devint son gardien, son ami, et sa dernière ligne de défense contre un système déterminé à la briser. Vivre dans la rue prit son tribut. Le corps de Sophie, déjà affaibli par le cancer, luttait contre le froid automnal. Elle trouva refuge dans un entrepôt abandonné, où Rémi ramassait des couvertures abandonnées et les lui apportait la nuit. Sa chaleur était la seule chose qui la protégeait du gel. Malgré son état, la principale préoccupation de Sophie restait son enfant à naître, l'enfant de Pierre, qui grandissait en elle. Élise orchestra un réseau de soutien silencieux. Elle laissait des provisions à des endroits stratégiques, des barres protéinées cachées dans des pots de fleurs vides, des couvertures propres glissées derrière des bennes, et des téléphones prépayés, scotchés sous des bancs publics. Chaque livraison incluait une rose blanche, la fleur préférée de Pierre, pour faire savoir à Sophie qu'elle n'était pas seule. Pourtant, Élise ne pouvait se révéler. La surveillance de Julien était partout. La révélation de la grossesse explosa à travers Millbrook comme un feu de forêt. La campagne de Julien saisit l'opportunité, répandant des histoires sur une femme mentalement instable, portant de fausses accusations contre lui. Le journal local titra des manchettes comme « Escroquerie à la grossesse vise le candidat à la mairie » et « Crise de santé mentale dans nos rues ». Chaque article soigneusement conçu pour discréditer Sophie, tout en dépeignant Julien comme la victime. Le jugement de la communauté fut rapide et sévère. Les groupes religieux priaient pour les âmes perdues, tout en refusant de l'aide à Sophie. Les travailleurs sociaux, sous la pression des alliés de Julien, la classèrent comme non conforme et à haut risque. Même la communauté des sans-abri gardait ses distances, craignant que l'association ne leur coûte l'accès au refuge
et au service. Rémi devint de plus en plus protecteur. Il développa un système d'aboiement différent, courts et secs pour la police qui approchait, grognements sourds pour les hommes de Julien et un gémissement distinct pour signaler l'apparition des provisions d'Élise. Son intelligence et son dévouement émerveillaient Sophie. C'était comme s'il comprenait tout ce qui était en jeu. Une nuit, une infirmière compatissante nommée Camille tenta de faire entrer Sophie à l'hôpital pour un traitement. Au matin, Camille fut licenciée pour violation de protocole. Le message était clair. Aider Sophie signifiait prendre sa place dans la ligne de mire de Julien. Pourtant, cet acte de bonté, bien qu'écrasé, planta des graines de doute parmi le personnel hospitalier quant à l'intégrité de leur administration. Alors que l'hiver approchait, les options de Sophie s'amenuisaient. Les symptômes de son cancer s'aggravaient et les mouvements du bébé devenaient plus forts. Elle consignait tout dans un petit carnet, les menaces de Julien, la destruction systématique de sa vie et la vérité sur Pierre. Si quelque chose lui arrivait, l'épreuve resterait. Rémi la regardait écrire chaque nuit, sa tête sur ses genoux, comme s'il comprenait que ces mots pourraient être son dernier testament. Les rues de Millbrook devinrent un champ de bataille pour la survie. Chaque jour apportait de nouveaux défis. Éviter la surveillance de Julien, trouver des endroits sûrs pour se reposer et maintenir assez de force pour son enfant. À travers tout cela, Rémi restait son ange gardien, sa loyauté une lueur d'espoir dans ses heures les plus sombres. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que cette loyauté allait bientôt ébranler les fondations corrompues de Millbrook jusqu'à leur cœur. Dans l'ombre, Élise collectait ses propres preuves, et l'inspecteur Dupont construisait discrètement son dossier. Une tempête se préparait. Une tempête qui exposerait le vrai visage du pouvoir et testerait les limites de la cruauté et de la compassion humaine. Mais d'abord, Sophie et Rémi allaient affronter leur plus grand défi, lors d'une nuit où la nature elle-même semblait refléter le tumulte de leur vie. Si l'histoire de Rémi vous touche, montrez votre soutien en laissant un commentaire ci-dessous. La tempête qui changea tout éclata une nuit de novembre, transformant les rues de Millbrook en rivières tumultueuses. Sophie, rongée par la douleur et la fièvre, savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Le bébé arrivait, des semaines trop tôt, et son corps faiblissait. Dans la voiture abandonnée où ils avaient trouvé refuge, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. « Protège-le, Rémi », murmura-t-elle, enveloppant son nouveau-né dans sa dernière couverture propre. « Je reviendrai, je te le promets. » Les yeux du chien croisèrent les siens avec une compréhension solennelle. À travers ses larmes, Sophie déposa un doux baiser sur le front de son bébé, puis sur la tête de Rémi. Ses doigts tremblants glissèrent la photo de Pierre dans son carnet à côté de l'enfant. La pluie martelait les vitres de la voiture, alors que Sophie s'éloignait en titubant, déterminée à trouver de l'aide. Chaque pas semblait comme marcher à travers le feu, son corps ravagé par le cancer, hurlant de protestation. Elle parcourut 6 pâtés de maison avant de s'effondrer près de l'entrée des urgences de Millbrook Général. Sa dernière pensée consciente fut pour son fils, en sécurité sous la protection de Rémi. L'inspecteur Dupont travaillait tard à son bureau, examinant les preuves contre Julien, quand l'appel arriva au sujet d'une femme inconsciente. Quelque chose dans la voix de l'opératrice le fit saisir ses clés. À l'hôpital, il trouva Sophie à peine en vie, hypothermique et délirante de fièvre. Elle répétait sans cesse 2 mots, « voiture, Rémi ». Pendant ce temps, Rémi avait pris son poste, montant la garde sous la pluie battante. Il défiait quiconque approchait du véhicule. Son aboiement portait à travers la tempête, un son si urgent qu'il attirait les gens hors de leur maison. Certains le reconnurent comme le chien de Sophie, mais personne n'osait s'approcher. Le fidèle berger était devenu un sentinelle redoutable. Élise Martin entendit les aboiements depuis sa maison victorienne. Des années d'observation et d'attente lui avaient appris à reconnaître les signaux. Elle appela Dupont immédiatement, sa voix ferme, malgré son cœur battant. « Quelque chose est arrivé à Sophie, » dit-elle. « Le chien, il protège quelque chose de précieux. »
Dupont arrive sur les lieux pour trouver une foule qui se rassemblait. À travers la pluie, il vit la silhouette de Rémy, fier, déterminé et absolument inébranlable. Le pelage du chien était maculé de sang provenant de vieilles blessures, mais sa posture ne montrait aucune faiblesse. Alors que Dupont s'approchait, les yeux de Rémy se fixèrent sur lui avec une intelligence qui lui donna des frissons. Des heures de documentation minutieuse de Sophie sur les crimes de Julien reposaient dans cette voiture, à côté d'un nouveau-né luttant pour sa vie. Mais à cet instant, aucun d'eux ne savait qu'il se tenait au bord d'une révélation qui ébranlerait Millbrook jusqu'à ses fondations. Une vérité protégée par la loyauté d'un chien et l'amour désespéré d'une mère était sur le point d'émerger. La pluie continuait de tomber, lavant la façade soigneusement entretenue de leur petite ville, tandis que Rémy montait la garde sur des secrets qui pourraient soit les sauver, soit les détruire tous. Et à l'hôpital, Sophie luttait pour sa vie, ignorant que son choix désespéré deviendrait le catalyseur de la justice. Alors que Dupont enquêtait sur la scène, les pièces d'un puzzle plus vaste commençaient à s'assembler. Le carnet trouvé à côté du bébé contenait des enregistrements détaillés, dates, transactions, témoins, d'exposés méthodiquement documentés sur la corruption de Julien. Sophie avait été plus qu'une victime. Elle était une enquêtrice silencieuse, rassemblant des preuves, même en luttant pour sa survie. La nouvelle du bébé abandonné et du chien fidèle se répandit à travers Millbrook comme une traînée de poudre. Les médias locaux arrivèrent, leurs caméras capturant la veille inébranlable de Rémy. Mais quand la chaîne affiliée à Julien tenta de présenter l'histoire comme un cas d'abandon d'enfant, quelque chose d'inattendu se produisit. Le personnel hospitalier, mené par l'infirmière récemment licenciée Camille, commença à parler. Des récits de traitements refusés, de dossiers falsifiés et de silences imposés se déversèrent. Élise Martin choisit ce moment pour se révéler, non seulement comme la mère de Pierre, mais comme un témoin clé. Elle présenta ses propres preuves, des années de corruption documentées, des photos de surveillance et, plus dévastateur encore, la preuve que l'accident fatal de son fils avait été orchestré par Julien, après que Pierre eut découvert des fonds de charité manquants. L'enquête de l'inspecteur Dupont révéla un réseau bien plus sinistre que quiconque n'avait imaginé. Le programme de charité n'avait pas seulement été vidé. Ces fonds avaient financé les ambitions politiques de Julien et réduit au silence les menaces potentielles. Les soins médicaux n'étaient pas simplement refusés. Ils étaient utilisés comme une arme contre ceux qui osaient s'opposer à lui. À l'hôpital, l'état de Sophie se stabilisa suffisamment pour qu'elle puisse parler. Ses premiers mots à Dupont ne concernaient pas elle-même, mais une révélation qui allait tout changer. Le bébé, c'est le fils de Pierre. Julien. Il l'a découvert, a essayé de le cacher. Pierre n'est pas mort dans un accident. Il a été assassiné parce qu'il en savait trop. La vérité sur la paternité de Pierre envoya des ondes de choc à travers la communauté. Julien n'avait pas seulement couvert un meurtre, mais avait tenté d'éliminer les preuves de son crime en forçant Sophie à mettre fin à sa grossesse. Le petit garçon, désormais en sécurité dans l'unité de soins intensifs néonatale de l'hôpital, représentait à la fois un héritage et une menace pour l'empire soigneusement construit de Julien. Des dossiers médicaux commencèrent à surgir, montrant un schéma de soins refusés aux lanceurs d'alerte potentiels. Le docteur Lefebvre, retrouvant sa conscience, fournit des documents montrant comment l'administration de Julien avait systématiquement utilisé l'accès aux soins comme un mécanisme de contrôle. Chaque révélation renforçait le dossier contre lui, tout en exposant la profondeur de la corruption institutionnelle. À mesure que les preuves s'accumulaient, Élise travaillait avec Dupont pour protéger les témoins clés. Sa maison devint un refuge pour ceux prêts à témoigner. La même communauté qui avait rejeté Sophie luttait maintenant avec sa complicité dans le régime de Julien. Mais la rédemption viendrait à un prix, et le pire restait à venir dans l'enquête grandissante. Rémy émergea comme un héros improbable. Sa protection inébranlable de Sophie et de son enfant devint un symbole de résistance contre la corruption. Mais alors que l'empire de Julien commençait à s'effondrer,
il allait faire un dernier mouvement désespéré qui mettrait à l'épreuve les limites de la loyauté et du sacrifice. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la bravoure de Rémy. L'enquête de Dupont s'étendit dans tous les coins de Millbrook. Chaque fil tiré révélait une nouvelle couche de corruption. Les membres du conseil hospitalier confessèrent avoir accepté des pots de vin pour refuser des soins aux patients problématiques. Les officiels de la ville admiraient avoir falsifié des documents. Même les propriétaires d'entreprises locales commencèrent à partager des histoires d'extorsion, déguisées en contributions de campagne. La façade soigneusement construite de Julien s'effondra, alors que davantage de femmes se manifestaient. Leurs histoires faisaient écho à celles de Sophie. Menaces, coercition et destruction systématique de leur vie lorsqu'elles refusaient de se plier. Parmi elles se trouvait Adèle Moreau, une ancienne administratrice hospitalière qui avait simulé une dépression nerveuse pour échapper à l'influence de Julien. Elle fournit des preuves cruciales sur la manière dont les dossiers médicaux étaient manipulés pour discréditer les menaces. Le rôle d'Élise devint plus prominent alors qu'elle ouvrait sa maison aux témoins. Sa demeure victorienne devint un sanctuaire pour ceux prêts à témoigner. Des caméras de sécurité surveillaient chaque approche, et Rémy, lorsqu'il n'était pas au chevet de Sophie à l'hôpital, patrouillait le terrain avec une précision militaire. Le chien semblait comprendre l'importance de chaque personne cherchant refuge là. Pendant ce temps, le paysage médiatique changea radicalement. Camille, l'infirmière licenciée, lança un blog documentant la corruption hospitalière. Ses publications devinrent virales, attirant l'attention nationale. Les reporters locaux, enhardis par les preuves croissantes, commencèrent à publier des histoires qu'ils avaient auparavant eu peur de toucher. L'influence de Julien sur le récit s'effritait. L'état de Sophie oscillait entre critique et stable. Lors de ces moments de lucidité, elle travaillait avec Dupont, remplissant des détails cruciaux sur l'enquête de Pierre avant sa mort. Son témoignage dépeignait une image de corruption délibérée et calculée s'étendant sur des années. La profondeur des crimes de Julien stupéfia même les enquêteurs les plus cyniques. Le personnel hospitalier mena sa propre révolution. Le docteur Lefebvre dirigea un groupe exigeant un audit indépendant de tous les cas de soins refusés. Ils découvrirent des schémas de discrimination contre les lanceurs d'alerte potentiels remontant à une décennie. Chaque révélation renforçait le dossier contre Julien, tout en exposant à quel point la corruption avait infecté leur système de santé. Au cœur de tout cela, bébé Thomas, nommé d'après le défunt mari d'Élise, menait son propre combat dans l'unité néonatale. Sa présence servait de rappel vivant de l'héritage de Pierre et des crimes de Julien. Le personnel hospitalier, ému par son histoire et le dévouement de Rémy, se portait volontaire pour des gardes supplémentaires afin qu'il ne soit jamais seul. Le sentiment communautaire commença à changer. Ceux qui avaient rejeté Sophie laissaient maintenant des fleurs à la grille d'Élise. Les églises locales organisèrent des veillées de prière. Les petits entrepreneurs, libérés de l'extorsion de Julien, contribuèrent à un fonds pour les soins de Thomas. Millbrook s'éveillait à sa propre complicité et cherchait la rédemption. Mais Julien Dubois n'avait pas fini. Alors que son empire s'effondrait, son désespoir grandissait. Les caméras de sécurité capturèrent ses associés, surveillant la maison d'Élise. Des voitures étranges suivaient les enquêteurs de Dupont. L'hôpital signala des tentatives de violation de leur système de dossier. Une tempête se préparait, et tout le monde savait que Julien ne tomberait pas sans se battre. À travers tout cela, Rémy restait vigilant. Son dévouement à Sophie et Thomas ne vacillait jamais. Dans une ville apprenant de dures leçons sur la loyauté et le courage, un chien enseignait la signification la plus pure des deux. Mais le véritable test de son dévouement restait à venir, alors que Julien préparait un dernier acte désespéré qui pousserait tout le monde à ses limites. La tension à Millbrook atteignit un point de rupture. De nouvelles victimes émergeaient quotidiennement, chaque histoire plus accablante que la précédente. Un ancien directeur de charité révéla comment Julien avait détourné des fonds destinés au traitement du cancer des enfants. Un employé municipal fournit des documents montrant un harcèlement systématique des lanceurs d'alerte. Les preuves s'accumulaient,
Mais la mainmise de Julien sur le pouvoir restait forte grâce à son réseau d'officiels corrompus. L'état de Sophie se détériorait rapidement. Le cancer, non contrôlé pendant ces mois dans la rue, s'était propagé de manière agressive. Pourtant, elle continuait à se battre, déterminée à voir la justice rendue. Entre les traitements, elle enregistrait des témoignages vidéo, sa voix faible mais résolue, alors qu'elle détaillait les crimes de Julien. Rémi ne quittait jamais son côté, sa tête reposant sur son lit, les yeux alertes à tout danger. Dans l'unité néonatale, Thomas devenait plus fort chaque jour. Le personnel hospitalier le surnommait « le bébé miracle », touché par son esprit combatif. Élise passait des heures près de son incubateur, chantant la même berceuse qu'elle chantait autrefois à Pierre. La ressemblance avec son fils devenait plus frappante. Un rappel douloureux de ce que Julien lui avait volé. Le docteur Lefebvre organisa un groupe de professionnels médicaux documentant les cas de soins refusés. Ils découvrirent un schéma s'étendant sur des années. Des femmes enceintes forcées de quitter la ville, des lanceurs d'alerte privés de traitement, des familles ruinées par des pertes soudaines d'assurance. Chaque cas remontant à l'influence de Julien sur le conseil hospitalier. L'enquête de Dupont faisait face à des obstacles croissants. Des preuves disparaissaient des locaux de la police. Les témoins rapportèrent des intimidations. Même ses collègues officiers montraient une réticence à poursuivre certaines pistes. Mais le sentiment public avait changé. Les citoyens commencèrent à fournir des images de vidéosurveillance, enregistrant des activités suspectes, créant un réseau de vigiles civils. La maison d'Élise devint le centre de commandement de la résistance. D'anciennes victimes s'y rassemblissaient, partageant des histoires et construisant des dossiers. Camille coordonnait la couverture médiatique, s'assurant que chaque révélation atteigne le public. La demeure victorienne bourdonnait d'activités, protégée par une combinaison de sécurité high-tech et des instincts infaillibles de Rémi. L'ampleur réelle de la corruption émergea à travers des dossiers financiers. Julien n'avait pas seulement volé aux œuvres de charité. Il avait créé un système élaboré de pots de vin et de chantage. Administrateurs d'hôpitaux, juges, officiels de police, tous étaient impliqués. Le réseau de corruption s'étendait au-delà de Millbrook, menaçant d'exposer des officiels corrompus dans les comtés voisins. Les forces de Sophie s'amenuisaient alors que l'hiver s'approfondissait. Lors d'une nuit particulièrement difficile, elle fit promettre à Dupont et Élise de protéger Thomas, de s'assurer qu'il grandisse en connaissant la vérité sur ses deux pères. Le héros mort en exposant la corruption, et le monstre qui tenta de la cacher. Rémi restait allongé près de son lit, ses yeux reflétant une profondeur de compréhension qui émouvait même le personnel hospitalier, endurci jusqu'aux larmes. À mesure que les preuves s'accumulaient et que les témoins se manifestaient, le désespoir de Julien devenait visible. Ses apparitions publiques devinrent erratiques, ses déclarations de plus en plus paranoïaques. Les caméras de sécurité capturèrent ces hommes, surveillant l'hôpital, la maison d'Élise et le poste de police. Tout le monde sentait qu'il préparait quelque chose de spectaculaire, mais personne ne pouvait prédire le tournant choquant que prendraient les événements. À travers tout cela, Rémi restait le gardien constant, partageant son temps entre le chevet de Sophie et l'incubateur de Thomas. Sa loyauté inébranlable inspirait les autres à tenir bon face à l'intimidation. Mais alors que Julien préparait son dernier coup, ce fidèle compagnon allait affronter son plus grand test. Un qui exigerait le sacrifice ultime pour protéger ceux qu'il aimait. La confrontation éclata lors d'une nuit glaciale de décembre. Julien, ayant perdu sa mainmise sur le pouvoir et faisant face à une arrestation imminente, joua son dernier coup désespéré. Les caméras de sécurité capturèrent ces hommes, désactivant les générateurs de secours de l'hôpital pendant le changement d'équipe du soir. Quelques minutes plus tard, l'électricité fut coupée, plongeant le bâtiment dans l'obscurité. Dans l'unité néonatale, les systèmes de secours s'activèrent, mais le chaos éclata dans tout l'hôpital. Au milieu de la confusion, 3 hommes en uniforme de maintenance se dirigèrent résolument vers l'unité des nouveau-nés. Leur cible était claire. Thomas, la preuve vivante des crimes de Julien et le dernier lien avec l'héritage de Pierre. Rémi, qui reposait près du lit de Sophie,
se redressa soudain. Ses sens aiguisés avaient détecté les intrus bien avant toute alarme humaine. Avec un rapide museau contre la main de Sophie, il disparut dans le couloir sombre, ses pas silencieux. Il suivit les odeurs inconnues, traversant son territoire. La première confrontation eut lieu dans l'escalier. L'un des hommes de Julien ne vit jamais l'ombre qui se lança sur lui, le mettant à terre avec une précision militaire. Le second se retourna juste à temps pour affronter 36 kilos de fureur concentrée. L'entraînement de Rémi, datant de ses jours de chien policier, combiné à son instinct protecteur, en faisait un gardien redoutable. Quand Julien lui-même atteignit l'unité néonatale, il trouva Rémi qui l'attendait. Le chien se tenait devant l'incubateur de Thomas, sa posture inébranlable, les dents découvertes en un avertissement silencieux. Les images de sécurité montrèrent plus tard Julien sortant une arme, mais hésitant face à ses yeux. Des yeux qui semblaient percer jusqu'à son âme corrompue. Le face-à-face aurait pu s'arrêter là, mais le désespoir de Julien le poussa en avant. Alors qu'il levait son arme, Rémi bondit. Le bruit des coups de feu résonna dans les couloirs de l'hôpital, suivi de cris et de chaos. Lorsque Dupont et son équipe atteignirent l'unité néonatale, ils trouvèrent Rémi saignant mais inflexible, montant toujours la garde sur Thomas. Julien gisait inconscient à proximité, son arme hors de portée. Les équipes d'urgence arrivèrent pour découvrir une scène dont on parlerait pendant des années. Le personnel hospitalier avait formé une chaîne humaine, passant des fournitures essentielles à l'unité néonatale à la lumière des lampes de poche. Le docteur Lefebvre et son équipe travaillèrent à stabiliser à la fois Thomas et Rémi, dont la détermination à protéger avait presque coûté sa vie. Les médias descendirent sur Millbrook Général, capturant des images qui deviendraient des symboles de résistance contre la corruption. Un chien blessé refusant de quitter son poste, des infirmières travaillant à la lumière des lampes pour sauver des vies, et des citoyens montant la garde devant l'hôpital, formant un bouclier humain contre d'autres menaces. Mais même alors que Rémi recevait des soins d'urgence, ses yeux ne quittaient jamais le couloir menant à Thomas et Sophie. Sa loyauté, prouvée dans le sang, et un courage inébranlable, deviendraient une légende à Millbrook. Pourtant, personne ne savait que cette nuit de chaos révélerait également une vérité si choquante qu'elle changerait tout ce qu'il pensait savoir sur les crimes de Julien. La révélation survint dans les suites du chaos, alors que la police sécurisait l'hôpital. Élise Martin arriva, tenant une enveloppe usée. « Il est temps », dit-elle à Dupont, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des résultats de tests ADN datant de 5 ans. Une preuve que Julien ne couvrait pas seulement la corruption. Il cachait son propre passé meurtrier. Le test montrait de manière concluante que Julien n'était pas le meurtrier de Pierre. Il était son demi-frère. Leur père, l'ancien maire, avait maintenu une seconde famille secrète. Pierre avait découvert cela en enquêtant sur les fonds de charité, ainsi que des preuves que Julien volait pour couvrir des décennies de détournement de fonds de leur père. La vérité sur leur lien de sang rendait les actions de Julien encore plus odieuses. Sophie, entrant et sortant de conscience, fournit la pièce finale. « Pierre savait », murmura-t-elle à Dupont. « Il a confronté Julien, lui a offert une chance de se repentir ensemble, mais Julien a choisi le pouvoir plutôt que la famille. » Ces mots, enregistrés par Camille, exposèrent comment Julien avait orchestré non seulement la mort de Pierre, mais un réseau complexe de trahison familiale. La couverture médiatique explosa. L'histoire de deux frères, l'un choisissant la vérité, l'autre le pouvoir, captiva la nation. Les journalistes descendirent sur Millbrook, déterrant des générations de corruption. D'autres victimes de l'ancien maire se manifestèrent, révélant une dynastie bâtie sur l'exploitation et la tromperie. Dans l'unité néonatale, l'identité de Thomas prit une nouvelle signification. Il n'était pas seulement le fils de Pierre ou le neveu de Julien. Il représentait 3 générations d'une famille divisée par des choix moraux. Sa simple existence défiait l'héritage corrompu que Julien avait essayé de protéger. Le personnel hospitalier se rallia autour de Sophie et Thomas avec une dévotion renouvelée. Le docteur Lefebvre, découvrant des années de dossiers génétiques falsifiés,
commença à identifier d'autres liens familiaux cachés dans le réseau de mensonges de Julien. Chaque révélation faisait surgir davantage de victimes, davantage d'histoires de famille déchirées par des secrets et la corruption. Le rôle d'Élise passa de témoin à figure centrale. En tant que mère de Pierre et grand-mère de Thomas, elle incarnait le coût humain de la trahison de Julien. Son témoignage sur la découverte de la double vie de son défunt mari et la détermination de son fils à exposer la vérité émouvait même les enquêteurs les plus endurcis, jusqu'aux larmes. Le processus de la communauté face à ces révélations fut un mélange de choc et d'introspection. Beaucoup avaient permis la corruption, choisissant l'aveuglement volontaire plutôt que des vérités inconfortables. Maintenant, ils faisaient face à leur complicité dans une tragédie qui avait déchiré non seulement une ville, mais une famille. À travers tout cela, Rémi, le gardien constant, sa loyauté intacte par les complications humaines de sang et de trahison. Alors qu'il se remettait de ses blessures, son dévouement inébranlable à Thomas et Sophie témoignait de la forme la plus pure d'amour, une forme non compliquée par la génétique ou les noms de famille. La nouvelle de la véritable relation de Julien avec ses victimes ajoutait des couches de tragédie à une histoire déjà sombre. Mais elle offrait aussi un espoir de guérison, alors que la vérité émergeait enfin de décennies d'ombre. Cependant, personne ne pouvait prédire comment cette révélation affecterait la santé déclinante de Sophie ou le sacrifice final qui l'attendait. Soutenez cette histoire émouvante en partageant vos réflexions dans les commentaires. Les derniers jours de Sophie arrivèrent avec les premières neiges de l'hiver. Le cancer, agressif et incontrôlé pendant ses mois de vie dans la rue, s'était propagé au-delà de tout espoir de traitement. Dans sa chambre d'hôpital, avec la tête de Rémi reposant doucement sur son lit, elle dépensa ses dernières forces à documenter tout pour l'avenir de Thomas. « Parle-lui de Pierre », murmura-t-elle à Élise un soir, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement des équipements médicaux. « Dis-lui que son père est mort en protégeant la vérité. Parle-lui des roses, des chansons, de la façon dont il riait. » Chaque mot semblait lui coûter un effort immense, mais elle persistait, déterminée à laisser à Thomas un héritage d'amour plutôt que d'amertume. Le personnel hospitalier, ému par la dignité silencieuse de Sophie, créa un planning tournant pour s'assurer qu'elle ne soit jamais seule. Le docteur Lefebvre passait ses pauses à lire à Sophie, tandis que Camille coordonnait les visites de ceux que Sophie avait aidé à exposer les crimes de Julien. Chaque visiteur apportait des histoires sur la manière dont son courage les avait inspirés à parler. Rémi sentit l'approche de la fin avant tout le monde. Son comportement changea subtilement. Il devint encore plus doux avec Sophie, plus protecteur envers Thomas. Pendant les gardes de nuit, les infirmières le trouvaient allant d'une chambre à l'autre, comme s'il mémorisait ses responsabilités. Son dévouement touchait même les professionnels médicaux les plus endurcis. Élise passa des heures à enregistrer les souvenirs de Sophie sur Pierre, préservant des histoires pour l'avenir de Thomas. Le lien entre les deux femmes se renforça alors qu'elles partageaient leur amour pour le même homme, l'une comme mère, l'autre comme son amour perdu. Leurs conversations tranquilles duraient souvent jusqu'à l'aube, avec Rémi montant une garde silencieuse. Dupont rendait visite quotidiennement, mettant Sophie au courant des progrès de l'enquête. L'arrestation de Julien avait déclenché une cascade d'inculpations, atteignant le gouvernement de l'État. L'épreuve de Sophie s'avérait cruciale pour démanteler des décennies de corruption. « Tu as tout changé », lui dit Dupont. « Ton courage, ton sacrifice, ça a donné aux autres la force de se battre. » Un soir enneigé, Sophie demanda à voir Thomas. L'équipe de l'unité néonatale le ramena prudemment dans sa chambre, le plaçant dans ses bras pour la première fois depuis cette nuit désespérée. Avec Rémi observant attentivement, Sophie tint son fils, chantant doucement la berceuse qu'Élise lui avait apprise, la préférée de Pierre depuis l'enfance. À cet instant, entourée de ceux qui étaient devenus sa véritable famille, Sophie leur fit promettre. Élise élèverait Thomas, partageant les histoires du courage de ses deux parents. Dupont s'assurerait que la vérité sur la mort de Pierre reste dévoilée. Et Rémi, fidèle Rémi, continuerait son rôle de gardien. Le lendemain matin,
Alors que l'aube peignait la ville enneigée d'un rose doux, Sophie s'éteignit tranquillement. Le hurlement plaintif de Rémi résonna dans les couloirs de l'hôpital. Un son si chargé de chagrin qu'il fit monter les larmes même aux membres du personnel les plus composés. Mais dans ces derniers instants, Sophie avait souri, sachant que son fils grandirait entouré d'amour et protégé par une loyauté inébranlable. À la suite du décès de Sophie, l'échec de Millbrook, en tant que communauté, devint douloureusement évident. La défaillance du système avait permis à la corruption de Julien de prospérer, entraînant d'innombrables victimes au-delà de Sophie. Les audits internes de l'hôpital révélèrent des centaines de traitements refusés, chacun représentant une vie impactée par la cruauté institutionnelle. L'enquête interne du département de police exposa des officiers qui avaient ignoré les plaintes, détruit des preuves et intimidé des témoins. Ceux qui avaient essayé de parler se retrouvaient rétrogradés ou assignés à des postes sans avenir. La corruption avait infecté tous les niveaux des forces de l'ordre, rendant les protecteurs complices de la persécution des vulnérables. Les services sociaux firent face à leur propre jugement. Les travailleurs sociaux admiraient avoir enterré des rapports d'abus, marquant les maires désespérés comme non conformes, sous la pression du réseau de Julien. Le système des refuges, vidé par les fonds détournés, avait échoué à aider ceux qui en avaient le plus besoin. Chaque révélation ajoutait à la honte collective de la communauté. Les réunions d'urgence du conseil hospitalier révélèrent des échecs systémiques. Le docteur Lefebvre présenta des preuves montrant comment les décisions de soins caritatifs avaient été utilisées comme armes contre les lanceurs d'alerte. Les refus d'assurance, supposément basés sur des critères objectifs, avaient en réalité été orchestrés pour faire taire les menaces au pouvoir de Julien. Le système médical, censé guérir, était devenu un outil d'oppression. La documentation extensive d'Élise peignait une image de désintégration institutionnelle délibérée. Les fonds de charité destinés aux patients atteints de cancer, comme Sophie, avaient été détournés à travers un réseau complexe de fausses fondations. Le même système qui avait refusé des soins à Sophie avait financé les ambitions politiques de Julien et maintenu son emprise sur le pouvoir. Les médias, enfin libres de rapporter la vérité, exposèrent comment les journaux locaux avaient supprimé les histoires de corruption. Les journalistes se manifestèrent avec des récits de carrière et de familles menacées s'ils poursuivaient certaines enquêtes. La presse, censée protéger la démocratie, était devenue un instrument de répression. Les leaders religieux luttaient avec leur propre complicité. Les églises qui avaient repoussé Sophie découvrirent que leurs fonds caritatifs avaient été détournés par les manigances de Julien. L'autorité morale qu'ils revendiquaient avait été compromise par une dépendance financière aux structures de pouvoir corrompues. Les réunions du conseil municipal devinrent des forums de confession publique et de remords. Les officiels admiraient avoir ignoré des signes évidents de corruption, choisissant l'opportunisme politique plutôt que le courage moral. Le système gouvernemental, conçu pour servir le peuple, avait au contraire servi à protéger les puissants aux dépens des vulnérables. À travers chaque révélation, la loyauté inébranlable de Rémi se tenait en contraste frappant avec l'échec institutionnel humain. Son dévouement simple à protéger les innocents mettait en lumière à quel point les systèmes humains avaient abandonné leur objectif fondamental. Dans leur hâte à préserver le pouvoir et la position, ils avaient oublié le devoir élémentaire de protéger et de servir. Le certificat de décès de Sophie, indiquant un cancer métastatique avancé comme cause de décès, ne racontait qu'une partie de l'histoire. La véritable cause était un échec systémique des institutions humaines à protéger leurs membres les plus vulnérables. Son décès devint un symbole de la manière dont la corruption détruit non seulement les individus, mais le tissu même de la communauté elle-même. La justice arriva à Millbrook avec le dégel printanier. Le procès de Julien devint une nouvelle nationale, exposant des décennies de corruption. La salle d'audience se remplissait quotidiennement de ses victimes, chaque témoignage ajoutant aux preuves accablantes. Lorsque le verdict tomba, coupable de tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre de Pierre,
La ville expira collectivement. Les dominos tombèrent rapidement, après la condamnation de Julien. L'ancien maire, mourant dans une maison de retraite de luxe, confessa avoir orchestré des décennies de corruption. Des officiers de police, des administrateurs d'hôpitaux et des officiels municipaux firent face à des accusations. Le réseau de complicité, une fois démêlé, révéla à quel point la pourriture avait pénétré les institutions de Millbrook. Le docteur Lefebvre mena la transformation de l'hôpital, établissant un système de soins caritatifs transparent nommé d'après Sophie. Les nouveaux protocoles assuraient que les soins médicaux ne pourraient plus jamais être utilisés comme une arme. Camille, réintégrée avec honneur, devint directrice de la défense des patients, s'assurant que des voix comme celle de Sophie ne soient plus jamais ignorées. Le département de police subit une restructuration complète sous la direction de Dupont. De nouveaux comités de surveillance, incluant des membres de la communauté et d'anciennes victimes, examinaient toutes les plaintes. Les officiers qui avaient protégé Julien faisaient face à des poursuites, tandis que ceux qui avaient tenté de parler recevaient une vindication et une restauration. Les preuves d'Élise s'avérèrent cruciales pour récupérer des millions de fonds volés. L'argent, retracé à travers un labyrinthe de fausses œuvres de charité, revint à son objectif initial. De nouvelles installations de traitement du cancer, des refuges pour violences domestiques et des services de soutien familial émergèrent des cendres de l'empire de Julien. La rédemption communautaire prit forme dans des actions concrètes. Les entreprises locales établirent un fonds pour la protection des lanceurs d'alerte. Les églises ouvrirent leurs portes comme sanctuaires pour ceux fuyant les abus. Le journal, sous une nouvelle direction, se consacra au journalisme d'investigation sur la corruption et à la défense des vulnérables. L'histoire de l'amour de Pierre et Sophie et de la trahison de Julien envers son propre frère devint un conte moral sur le prix du silence et le coût du courage. Leur héritage perdura dans des institutions renforcées, une gouvernance transparente et une communauté déterminée à protéger ses membres les plus vulnérables. Le rôle de Rémy dans l'exposition de la corruption lui valut une reconnaissance au-delà de Millbrook. Sa loyauté inébranlable devint un symbole de résistance contre l'échec institutionnel. Les organisations de bien-être animal créèrent l'initiative Loi Rémy, plaidant pour la protection des animaux de compagnie des victimes de violences domestiques. Alors que les fleurs printanières s'épanouissaient autour de la tombe de Pierre, son meurtrier faisait enfin face à la justice. La sentence de Julien, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, apporta une clôture à des années d'incertitude et de peur. Mais pour ceux qui avaient vécu le chapitre le plus sombre de Millbrook, la véritable victoire résidait dans la transformation de la communauté. Pourtant, au milieu de ces victoires, une seconde révélation attendait d'émerger, une qui redéfinirait la compréhension de la loyauté, du sacrifice et des liens entre humains et animaux d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La seconde révélation émergea à travers la dernière disclosure d'Élise. Par une soirée calme, elle rassemblit Dupont, le docteur, Lefebvre et Camille, pour partager une vérité qu'elle avait gardée secrète pendant des années. Rémy n'était pas un simple berger allemand. Il avait été spécialement formé dans le cadre d'un programme expérimental de K9 policiers que Pierre avait développé avant sa mort. Pierre a créé un protocole d'entraînement pour détecter la corruption, expliqua Élise, révélant des documents et des vidéos. Il croyait que les chiens pouvaient sentir la tromperie d'une manière que les humains ne pouvaient pas. Rémy était sa preuve de concept. Les preuves montraient comment Pierre avait entraîné Rémy à reconnaître les signes de stress, de peur et de tromperie, en faisant le gardien parfait contre la corruption. La découverte que la protection de Rémy envers Sophie et Thomas n'était pas seulement instinctive, mais l'accomplissement de son entraînement ajoutait des couches à leur histoire. Pierre avait essentiellement créé une sauvegarde vivante pour la vérité, une qui lui survivrait pour protéger ceux qu'il aimait. Sa prévoyance avait sauvé non seulement son fils, mais avait aidé à exposer la corruption pour laquelle il était mort en se battant. Les agences locales de maintien de l'ordre commencèrent à étudier les méthodes d'entraînement de Pierre. Les capacités de Rémy,
de la détection des équipes de surveillance de Julien à la protection des preuves, n'étant pas seulement de la loyauté, mais des compétences spécialisées. Le programme que Pierre était mort en protégeant révolutionnait désormais la manière dont les unités K9 pouvaient combattre la corruption. L'héritage d'Élise prit également une nouvelle signification. Sa maison victorienne, avec ses systèmes de sécurité élaborés, faisait partie du plan de Pierre. Les jardins où elle laissait des provisions pour Sophie contenaient des cachettes soigneusement conçues. Même les roses qu'elle utilisait comme signaux suivaient les protocoles de Pierre pour une communication sécurisée. Le docteur Lefebvre découvrit une autre couche dans les dossiers médicaux de Sophie. Ses traitements contre le cancer avaient été délibérément sabotés, non seulement pour la réduire au silence, mais pour l'empêcher de révéler ce qu'elle savait sur le travail de Pierre. Julien n'avait pas seulement craint l'exposition de ses crimes. Il craignait l'exposition du programme révolutionnaire anticorruption de son frère. La vérité transforma Rémi d'un animal fidèle en un opérateur qualifié, accomplissant la mission finale de son maître. Sa protection de Sophie et Thomas n'était pas seulement du dévouement, c'était l'aboutissement du travail de toute une vie de Pierre, s'assurant que la corruption ne puisse plus se cacher dans l'ombre. Les publications de Camille sur cette révélation devinrent virales, suscitant un intérêt national pour le programme de Pierre. Les départements de police à travers le pays commencèrent à demander des informations sur ses méthodes d'entraînement. L'histoire de Rémi inspira une nouvelle génération d'unités K9, dédiées à détecter la corruption institutionnelle. Élise établit la fondation Anticorruption Martin, utilisant les recherches de Rémi pour former des chiens et des maîtres chiens. Le programme devint son héritage durable, non seulement exposant la corruption passée, mais prévenant les abus futurs de pouvoir. À travers Rémi, le rêve de Pierre de protéger la vérité perdura. Cette révélation compléta le cercle de leur histoire, la prévoyance d'un père, le courage d'une mère, et la loyauté entraînée d'un chien se combinant pour exposer la corruption et protéger l'innocence. Mais pour Thomas, qui grandissait plus fort chaque jour dans l'unité néonatale, le chapitre le plus important était encore à venir. 5 ans passèrent, transformant Millbrook en un modèle de transparence et de guérison communautaire. Thomas grandit en un enfant curieux et compatissant, entouré d'une famille non conventionnelle mais dévouée. La maison victorienne d'Élise devint son sanctuaire, rempli de photos de ses 2 parents et d'histoires de leur courage. Dupont et sa femme Margot, qui avait été l'une des infirmières de Sophie, devinrent les tuteurs légaux de Thomas, travaillant aux côtés d'Élise pour lui offrir le foyer stable et aimant dont ses parents avaient rêvé. Leur dévouement à honorer l'héritage de Sophie et Pierre se manifestait dans tous les aspects de l'éducation de Thomas. Rémi, bien que grisonnant désormais, restait le compagnon constant et protecteur de Thomas. Le lien entre eux était extraordinaire, comme si le chien reconnaissait dans l'enfant à la fois le père qui l'avait entraîné et la mère qui l'avait protégé. Leur connexion devint un témoignage vivant de l'endurance de l'amour et de la loyauté. L'hôpital où Sophie passa ses derniers jours se transforma sous la direction du docteur Lefebvre, l'aile mémoriale. Sophie Laurent fournissait des soins à ceux qui ne pouvaient pas se le permettre, tandis que le centre de formation Pierre Martin enseignait aux nouvelles générations comment détecter et prévenir la corruption institutionnelle. La salle d'attente affichait une grande photo de Rémi montant la garde cette nuit d'orage. La guérison communautaire prit des formes tangibles. Les prix annuels d'intégrité. Martin Laurent reconnaissait les lanceurs d'alerte et les défenseurs de la transparence. Les écoles locales intégrèrent des leçons sur la responsabilité civique et le courage de dire la vérité au pouvoir. L'histoire de Thomas devint un outil d'enseignement sur l'importance de défendre ce qui est juste. La documentation de Camille sur la transformation de Millbrook atteignit un public international. Son livre, La promesse du gardien, devint un best-seller, ses profits soutenant des programmes pour les enfants de lanceurs d'alerte. L'histoire de l'amour d'une mère, de la prévoyance d'un père et de la loyauté d'un chien inspira des initiatives similaires à travers le monde. Élise trouva un but en partageant les recherches et les méthodes d'entraînement de Pierre. La Fondation Martin s'étendit à l'échelle mondiale.
créant des réseaux de chiens et de maîtres chiens spécialement formés dédiés à exposer la corruption. Chaque classe de diplômés honorait l'héritage de Rémy de protection inébranlable de la vérité et de l'innocence. Thomas grandit en comprenant à la fois les ténèbres et la lumière de l'histoire de sa famille. Il connaissait la trahison de Julien, mais se concentrait sur le courage de Pierre et le sacrifice de Sophie. Ses journaux d'enfance, commencés à la suggestion d'Élise, se remplissaient de questions sur la justice, la loyauté et la signification de la famille. La ville elle-même devint une étude de cas sur la rédemption communautaire. Les anciens opposants au changement défendaient désormais la transparence. Ceux qui avaient permis la corruption travaillaient le plus dur pour empêcher son retour. La transformation de Millbrook prouva que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir lorsque la vérité et la justice prévalaient. Mais la résolution la plus profonde venait dans les moments calmes. Thomas, lisant à Rémy sous les rosiers d'Élise, Dupont partageant des histoires sur le courage de Sophie, et la communauté se réunissant chaque année pour renouveler son engagement à protéger les vulnérables. Dans ces moments, il trouvait la véritable signification de la famille et de la justice. Alors que Thomas approchait de son 6e anniversaire, les dernières pièces de l'héritage de sa famille se mirent en place. Le travail de la Fondation Anticorruption Martin avait exposé des réseaux de corruption similaires dans des villes à travers le pays. Chaque cas faisait écho à l'histoire de Millbrook, des échecs institutionnels, des lanceurs d'alerte courageux et le pouvoir d'une loyauté inébranlable envers la vérité. Le message résonnait bien au-delà de leur petite ville. Le protocole Rémy devint une formation standard pour les unités K9 à travers le pays. Les départements de police reconnurent que détecter la corruption exigeait à la fois le courage humain et l'instinct canin. Le partenariat envisagé par Pierre entre les maîtres chiens et les chiens révolutionna la manière dont les institutions protégeaient l'intégrité. Thomas comprenait son héritage unique à travers les histoires d'Élise. Il savait que son père était mort en protégeant la vérité. À travers les souvenirs de Dupont, il apprenait le courage incroyable de sa mère. À travers les chroniques de Camille, il découvrait comment leur histoire d'amour avait changé d'innombrables vies. Mais c'était à travers Rémy qu'ils vivaient leur héritage le plus directement, dans le dévouement quotidien d'un gardien qui avait promis de le protéger avant même sa naissance. Le fondement de leur histoire était l'amour. Pas seulement l'amour romantique entre Pierre et Sophie, ou l'amour maternel qui avait poussé le sacrifice de Sophie, mais l'amour pur et inconditionnel démontré par Rémy. Sa loyauté transcendait la complexité humaine, montrant comment le dévouement à protéger l'innocence pouvait surmonter la corruption et l'avidité. Leur histoire enseignait que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le choix. Julien choisit le pouvoir plutôt que la fraternité, tandis que Rémy, Dupont, Élise et d'innombrables autres choisirent de tout risquer pour protéger une mère et un enfant qu'ils connaissaient à peine. La véritable famille, ils le prouvèrent, est bâtie sur des valeurs partagées et un engagement inébranlable à faire ce qui est juste. La justice, ils l'apprirent, ne se limite pas à punir les méfaits. Elle concerne la guérison des communautés et la prévention des dommages futurs. La transformation de Millbrook montra comment la transparence et la responsabilité pouvaient restaurer la foi dans les institutions. Le système corrompu qui avait échoué Sophie devint un modèle pour protéger les plus vulnérables de la société. Le message final émergea dans les propres mots de Thomas, partagés lors d'un événement de la Fondation. L'histoire de ma famille ne parle pas seulement d'exposer la corruption ou d'obtenir la justice. Elle parle de comment l'amour, pur, loyal, inébranlable, peut changer le monde. Mon père est mort en protégeant la vérité. Ma mère est morte en s'assurant que cette vérité serait entendue. Et Rémy me montre chaque jour ce que signifie vivre cette vérité. En fin de compte, leur héritage ne concernait pas seulement la corruption exposée ou la justice rendue. Il s'agissait du pouvoir transformateur de la loyauté, de la force trouvée dans l'amour inconditionnel et du courage de tenir ferme contre les ténèbres. À travers Thomas, leur histoire continue,
Un témoignage vivant de l'endurance de la vérité et des liens incassables d'une vraie famille. Et Rémi, il reste le gardien silencieux, ses yeux vieillissants encore brillants de détermination, veillant sur l'enfant qui porte deux héritages, l'un de courage contre la corruption et l'un d'amour inébranlable. Dans sa présence dévouée, les promesses faites cette nuit d'orage continuent d'être tenues, nous rappelant à tous que certains liens transcendent le temps, la tragédie et même la mort elle-même. Réagissez dans les commentaires pour nous dire ce que cette histoire vous inspire. L'histoire de Sophie Laurent, Pierre Martin et leur fidèle compagnon Rémi m'a profondément bouleversé, comme une vague silencieuse qui submerge le cœur sans prévenir. Ce récit, ancré dans une petite ville comme Millbrook, révèle des vérités universelles sur la loyauté, le courage et la fragilité humaine face à la corruption. Sophie, une jeune femme fragile mais déterminée, incarne une résilience qui transcende la douleur physique et les injustices sociales. Son combat contre un système impitoyable, orchestré par Julien Dubois, m'a fait réfléchir à la force intérieure que nous portons tous, même dans les moments les plus sombres. Pierre, avec sa vision d'un monde plus juste et son programme révolutionnaire pour Rémi, représente l'espoir d'un avenir où la vérité ne peut être étouffée. Mais c'est Rémi, ce berger allemand au regard profond, qui m'a le plus marqué. Sa loyauté sans faille envers Sophie et Thomas, jusqu'à risquer sa vie, est une leçon d'amour pur, dénuée d'intérêt personnel, qui contraste avec la trahison humaine si présente dans cette tragédie. Cette histoire m'a poussé à me questionner. Combien de fois ai-je fermé les yeux sur une injustice par confort ou par peur? Julien, en choisissant le pouvoir au détriment de sa propre famille, illustre le piège de l'ambition dévorante, un miroir sombre des compromis que nous pouvons être tentés de faire dans nos vies. Ce qui rend ce récit si poignant, c'est sa capacité à dévoiler les failles d'une communauté entière. Millbrook, avec ses rues charmantes et ses institutions corrompues, reflète ces sociétés où l'apparence l'emporte sur la substance. Les habitants, complices par leur silence, m'ont rappelé que l'indifférence est parfois aussi coupable que l'action malveillante. Pourtant, la rédemption de cette ville, portée par des figures comme Élise Martin et Lucas Dupont, montre qu'il n'est jamais trop tard pour se relever et réparer. Élise, avec ses journaux secrets et son amour maternel discret, incarne la patience et la persévérance, des qualités souvent sous-estimées dans un monde qui valorise l'immédiateté. Lucas, quant à lui, représente la quête obstinée de justice, un rappel que le changement commence par des individus prêts à défier le statu quo. Cette dynamique entre désespoir et espoir m'a inspiré une réflexion sur ma propre vie. Comment puis-je, à mon échelle, contribuer à un monde plus équitable? Les leçons tirées de cette histoire ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent concrètement au quotidien. D'abord, la loyauté de Rémi m'invite à cultiver des relations sincères, basées sur la confiance et le soutien inconditionnel, que ce soit envers mes proches ou mes valeurs. Dans un monde où les liens se fragilisent, souvent sous la pression des intérêts personnels, cet exemple canin me pousse à privilégier l'authenticité. Ensuite, le courage de Sophie face à l'adversité m'encourage à ne pas baisser les bras devant les obstacles, qu'il s'agisse d'une injustice au travail ou d'une cause qui me tient à cœur. Comme elle, je veux apprendre à transformer la douleur en force, à ne pas laisser la peur dicter mes choix. L'engagement de Pierre à protéger la vérité, même au prix de sa vie, me rappelle l'importance de défendre mes convictions, même lorsque cela semble futile ou risqué. Enfin, la transformation de Millbrook m'enseigne que le changement collectif commence par des gestes individuels, une parole, un acte de solidarité, une prise de position. Dans ma vie, cela pourrait se traduire par une écoute attentive à ceux qui souffrent en silence, une dénonciation des abus que je pourrais observer, ou simplement un effort pour rester informé et agir en citoyen conscient. Appliquées au quotidien, ces leçons prennent vie dans des situations simples mais significatives. Par exemple, si un collègue est injustement traité, je peux choisir de parler plutôt que de me taire, inspiré par Lucas. Si une amie traverse une épreuve, je peux lui offrir une présence constante,
à l'image de Rémi. Si une cause mérite d'être défendue, qu'il s'agisse d'écologie, d'égalité ou de justice sociale, je peux m'investir modestement, comme Pierre l'a fait avec son programme. Et face à mes propres échecs ou doutes, je peux puiser dans la résilience de Sophie pour continuer à avancer. Cette histoire m'a appris que la grandeur ne réside pas dans des actes héroïques, spectaculaires, mais dans la constance des petites décisions qui honorent l'amour, la vérité et la justice. Elle m'a aussi rappelé que nous sommes tous liés. Nos silences ou nos actions influencent ceux qui nous entourent, tout comme les habitants de Millbrook ont dû l'apprendre à leurs dépens. En fin de compte, ce récit est une ode à la capacité humaine de transcender la noirceur par l'amour et la solidarité. Rémi, Sophie, Pierre, Élise, Lucas, chacun, à sa manière, m'a montré que même dans un monde imparfait, il est possible de construire quelque chose de beau et de durable. Cette leçon, je la porte désormais avec moi, comme un phare dans les moments d'incertitude. Elle me pousse à être plus attentif, plus engagé, plus humain. Et si je devais retenir une seule chose, ce serait ceci. La vraie force ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais de la capacité à rester fidèle à ce qui compte vraiment, envers et contre tout. Si cette histoire vous a ému autant qu'elle m'a touché, montrez-le en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui vous sont chers. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits inspirants et laissez un commentaire pour nous dire ce que l'aventure de Rémi et Sophie vous a appris. Votre soutien donne vie à ces histoires qui méritent d'être entendues.